Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Edmond Michaud du Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Pierre Laporte amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé, la conscience vue par la science. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Elle pose la question « Pourquoi on se fait des horaires de fou? » Bienvenue chez nous. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité, M. Edmond Michaud. Bonjour, M. Michaud, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci. Bonjour, vous êtes directeur d'une ressource pour hommes, en fait, c'est Hommes Sept-Îles, et vous êtes aussi président du conseil du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. C'est ça, on va parler du bien-être des hommes, en fait, un regroupement qui existe depuis quelques temps. J'aimerais que vous me resituiez, s'il vous plaît, ce que c'est, qu'est-ce que fait le regroupement, justement, auprès des hommes? Le regroupement provincial a une centaine de membres, puis il y a comme mission d'améliorer la santé et le bien-être des hommes en regroupant des organismes qui sont soit dédiés, qui ont été mis sur pied pour cibler les hommes, pour leur offrir des services d'aide, ou bien des organismes qui ne sont pas entièrement dédiés à servir les hommes, mais qui ont dans leur service soit des services spécifiques pour les hommes, qui ont dans leur mission quelque chose qui fait qu'ils veulent consacrer les services d'aide aux hommes. Est-ce que ça fait longtemps que le regroupement existe? Ça fait plusieurs années quand même, non? Je crois que c'est 2010 ou 2011, si je ne me trompe pas. Okay. Ouais. Le regroupement provincial, il est issu d'une première monographie qui a été faite sur les hommes dans 2003-2004. Le rapport Rondeau, on faisait état du bilan de santé des hommes au Québec. Puis, il y a eu un comité de suivi à cette monographie-là qui s'est transformé avec le temps dans le regroupement provincial santé et bien-être des hommes. Est-ce qu'on a pu, c'est quand même un vaste mandat là, de s'occuper de la santé des hommes, puis tout en sachant que c'est loin d'être un mythe, là, on sait que les hommes, par nature, depuis des décennies, depuis longtemps, avaient toujours plus de difficultés, disons, à parler de leur santé, à parler de leur bien-être, etc. Mais est-ce qu'on peut quand même quantifier des améliorations, si on se parle à ce moment-ci, est-ce qu'on peut voir qu'il y a eu quand même des améliorations au cours des dernières années à cause de justement cette implication-là, entre autres du regroupement, mais des différents services là, qui existent? On a une amélioration très lente de la consultation des services par les hommes, de petites améliorations, mais honnêtement, c'est pas des grandes différences par rapport à ce qu'on se constatait il y a 20 ans. Donc, c'est pas encore assez significatif pour dire qu'on peut dire qu'on a atteint le niveau de service qu'il faut offrir pour les hommes. Là, on est plutôt au contraire, à se dire, OK, il en manque encore énormément là, de services directs aux hommes, adaptés aux hommes, qui est accessible aux hommes. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver à faire un réel changement dans le bilan de santé des hommes, dans les difficultés qui leur sont propres, puis aussi leur propension à consulter les ressources, à demander de l'aide, qui ne bouge pas beaucoup d'année en année, honnêtement. Et à chaque année, il y a quand même une campagne qui est initiée par le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes qui a lieu à peu près toujours à la même période, à l'automne, et puis où on mentionne que parler, ça fait du bien, puis il faut répéter le message. Pouvez-vous nous parler justement de cette campagne-là qui a lieu chaque année, peut-être la plus récente, comment elle se présentait? Ben oui, on a gardé le slogan de l'an dernier, justement, parce qu'on veut inciter dessus, parler, ça fait du bien. Donc, ce qu'on cherche à faire avec ça, c'est de sensibiliser les hommes eux-mêmes, oui, d'abord et avant tout, mais pas seulement les hommes, parce que en venir qu'à s'exprimer plus de ce qu'on vit, développer son vocabulaire émotionnel, ça se fait pas tout seul dans son coin, donc ça prend un entourage immédiat qui sait prêter l'oreille, puis qui sait honorer qu'un homme commence à s'exprimer plus qu'il ne le faisait, qui en a eu l'habitude. Puis, il y a une image que j'aime beaucoup mentionner quand on parle de ça, c'est que vous savez que les hommes plus traditionnels, n'ont pas de misère à parler de ses muscles, de sa machine, de son moteur, mais quand il vient le temps de parler de ce qu'on vit intérieurement, c'est autre chose. Là. C'est considéré comme une perte de temps. Ça va servir à quoi que je parle? Oui, tu me dis que ça va faire du bien, mais
commence à en faire du bien. On a besoin de comprendre la mécanique humaine avant de dire, OK, je vais me lancer, je vais me mettre à plus parler. Moi, j'aime donner l'image de l'atelier ou de l'établi dans le garage. Si on arrive, puis il y a plein d'outils, il y a plein de matériaux du projet précédent, puis on veut faire de quoi de nouveau, on ne sera pas super à l'aise pour travailler là-dedans. Donc, on va ranger chaque chose à sa place, on va clairer l'espace, puis ça va faire de la place pour le prochain projet. Mais d'expliquer aux hommes que verbaliser ce qu'on vit par en dedans, nommer en mots nos émotions, ça permet de faire de la place. Ça permet d'éclairer l'espace intérieur pour faire de la place. De la place pourquoi? Pour d'autres idées, pour d'autres émotions, pour d'autres projets aussi. C'est comme un espèce d'acte de foi. Là. On se dit, OK, je vais l'essayer, je vais voir ce que ça donne. La mécanique humaine est faite comme ça. Ça a cette magie-là que de faire de la place pour d'autres choses. Est-ce que ça reste le plus gros défi ou un des plus gros défis, justement, de comment communiquer? Tu sais, c'est un peu comme quand on dit aux gens, allez chercher de l'aide, mais tu sais, des fois, le monde ne sait pas par quel bout prendre ça. Puis votre idée des hommes disent, j'aimerais ça comprendre pourquoi puis comment je peux faire ça. Il faut qu'ils voient peut-être le côté concret. Ce que vous diriez, quand même, c'est quand même le défi peut-être de faire parler les hommes, mais de la bonne façon. Oui, parce que les hommes ont cette tendance-là, pas juste à ne pas connaître le monde des émotions humaines, mais aussi pas connaître les ressources qui s'adressent à eux, ou les ressources tout court. Les ressources d'aide, que ce soit le réseau de la santé publique ou le réseau communautaire. Puis, il y a un énorme besoin chez les hommes qui est mentionné de dire, j'aimerais ça savoir comment ça marche avant d'y aller. J'aimerais ça connaître les étapes d'une consultation, une intervention individuelle. Le regroupement a créé un site à l'intérieur de son site qui s'appelle à-l'écoute-des-hommes.com. Puis là-dedans, il est répertorié toutes les ressources pour hommes qui existent au Québec, dans toutes les régions du Québec. Donc, c'est relativement simple à faire pour quelqu'un qui ne connaît pas ce monde-là, de dire, je vais aller googler, je vais aller faire des lectures sur Internet, puis je vais me familiariser avec ce qui existe dans mon coin, qui est dédié pour les hommes. Juste pour voir que ça fait pas mal, on peut arriver à comprendre comment ça fonctionne, puis peut-être se sentir un peu plus confortable pour lâcher un coup de fil, puis se pointer dans ces endroits-là, ces ressources-là. Est-ce que ces ressources-là, justement, M. Michaud, c'est justement quand les hommes, ça va pas, là, soit qu'ils sentent qu'ils ont des problèmes de santé mentale, là, plus graves ou moins graves, ou c'est vraiment essentiellement à ce niveau-là, au niveau de la santé, ou s'il y a vraiment comme une panoplie là, de services, là, quand on parle de santé des hommes globalement? Oui, tout à fait. Là, il y a beaucoup de ressources, presque dans toutes les régions, où on va dire que c'est des ressources généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont accueillir les hommes, peu importe la difficulté qu'ils vivent. Donc, ça peut être un problème de santé mentale, ça peut être un problème physique, ça peut être un problème relationnel. Puis, si on veut parler de santé mentale, il y a un concept, un contexte plutôt qui est très parlant là, dans la vie des hommes, c'est celui de la séparation conjugale. Il peut émerger toutes sortes de choses dans ce contexte-là, notamment, oui, des problèmes de santé mentale, mais des problèmes de pertes multiples, on va le nommer comme ça. C'est un contexte où souvent il y a la perte amoureuse en tant que telle, mais il y a aussi la perte d'intimité, parce que souvent les hommes ont tendance à un petit peu, par la force des choses, désigner leur conjointe comme la principale source d'intimité. Fait que le réseau social est souvent entretenu plutôt par la conjointe que l'homme. Donc, quand il y a une séparation, souvent les hommes sont pris pour recréer, reconstruire un réseau social. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Là. Naturellement, c'est pas quelque chose qui est prémédité. Le lien quotidien avec les enfants, souvent, dans la majorité des cas, ce sont les mamans qui gardent les enfants. Même chose pour ce qui est de la résidence familiale, des biens. Donc, quand on additionne ces pertes-là, on les met ensemble, souvent ce qui va se passer comme crise majeure pour les hommes en séparation, c'est une perte du sens de soi. Puis ça peut avoir des conséquences immédiates assez
assez importante, là, ça peut être un élément déclencheur de dépression, d'idées suicidaires, de goût de vengeance, de colère, puis il peut y avoir des risques de violence, puis d'homicide aussi. Ouais. On peut tomber dans l'abus de substances, en dépendance, puis ce qui est pernicieux, puis les hommes, autant que leur entourage, ont quand même besoin de l'entendre, c'est que les manières traditionnelles de diagnostiquer des dépressions sont basées sur les gens qui consultent le plus ces ressources, qui sont des femmes. Puis les symptômes de dépression chez les hommes ont des différences notoires. Je vais donner un exemple. Souvent dans la Bible des diagnostics DSM, on dit qu'on devient amorphe quand on est dépressif, on n'a plus d'intérêt pour le travail. Chez les hommes, ça peut souvent être un surinvestissement au travail, ça peut être un surinvestissement dans les activités sociales, ça peut être un surinvestissement dans les sports. Donc, quand tu parles dans les bureaux de médecins, puis que le médecin entend, OK, tu travailles plus qu'avant, tu fais du sport en masse, ben, on passe tout droit devant le diagnostic de dépression chez les hommes, souvent à cause de ça. C'est vrai, c'est moins connu, c'est effectivement, tu sais, juste le point que vous amenez de multifacteurs qui peuvent déstabiliser un homme, c'est vrai, en voyant ça comme ça devient énorme, là. Il y a beaucoup de... Puis on dit souvent que la dépression, ça prend plusieurs causes, donc une accumulation de plusieurs causes. Fait que on a des cas qui peuvent ressembler à ça, là, dans le cas des hommes qui se séparent, entre autres, là. Oui, tout à fait. Puis ça devient... ce qui ressort de ça, ce qui vient en lumière, c'est que ça devient important. Pour les hommes qui s'en sortent le mieux, là, on va voir des hommes qui vont rechercher le soutien de leurs proches, qui vont consulter sans problème, puis naturellement, ils vont voir la séparation comme une opportunité de grandir. Mais plusieurs hommes, ça se passe pas bien, ben ça peut véritablement devenir un trou noir, là, puis se développer beaucoup de problématiques. Fait que nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faudrait qu'on développe au Québec des programmes de prévention en période de rupture, là. Puis porter attention aux risques de comportement dangereux pour soi-même et pour les autres. Ouais. Dans une séparation, il y a plusieurs deuils à vivre parce qu'il y a plusieurs pertes pour l'homme, là. Puis les hommes, autant que la dépression ne se diagnostique pas de la même manière, autant que le deuil ne se vit pas de la même manière non plus. Les hommes ont une manière de vivre le deuil qui est beaucoup plus silencieux, de manière plus solitaire aussi. Donc, on parle de deuil secret. Puis encore là, on va avoir la notion de surinvestissement dans des activités parce que le réflexe premier va être de prendre des actions physiques ou des actions légales quand on vit un deuil. Donc, faut y porter encore plus attention. C'est ça. Ouais, on va s'immerger dans l'activité. Puis, mais il y a quand même des indices parce que souvent, on va avoir des développements de comportements d'assuétude ou de dépendance, si vous préférez. C'est ça. De consommation. Ouais. Si ça va jusqu'à la dépression, ben les hommes, évidemment, ils vont pas verbaliser ça. Ils vont pas en parler. Ouais. Par contre, on va pouvoir voir une différence dans leur comportement, dans leur agir. Mais évidemment, c'est difficile parce qu'ils consultent peu en partant. Fait que la détection, elle est limitée. Là. Puis, mais ça a des coûts sociaux énormes. Effectivement. Oui, bien, effectivement. Écoute, on pourrait en parler longtemps, mais avant de terminer, M. Michaud, c'est super intéressant. Puis je pense qu'il faut s'y attarder, mais comment on peut en savoir plus sur le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes et avoir peut-être justement les ressources où les hommes peuvent s'adresser? Là? Oui, ben il y a le site web du regroupement. Donc rpsbeh.com. Puis là-dedans, vous avez un site web complet. Vous pouvez cliquer sur le menu membres, carte géographique ou ressources par région. Puis on peut avoir tous les organismes dédiés aux hommes existants au Québec sont répertoriés là-dedans. Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre venue à l'émission, M. Edmond Michaud. Donc, vous êtes directeur de Hommes Sept-Îles et aussi président du conseil du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Merci, puis bonne continuation, puis pour aider les hommes en détresse, effectivement. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram. C'est maintenant le moment de ton sujet, Pierre, à l'Espresso, la conscience vue par la science. Oui, une bonne question, je trouve. La conscience est tellement
je sais pas, oui, on pourrait dire ésotérique ou difficile à caser. De façon scientifique. Oui, c'est ça, exactement, oui. Alors, oui, c'est un article intéressant. Mais avant de plonger dans l'article en question, je vais vous lire ce qu'on dit sur Wikipédia de ce phénomène qu'est la conscience. On nous dit simplement sur Wikipédia, en biologie, la conscience regroupe le sens de l'éveil, la connaissance de soi et la perception de l'environnement. L'étude de ce phénomène a été longtemps négligée sur le plan scientifique, faute d'outils conceptuels et expérimentaux, tandis qu'il faisait l'objet d'intenses débats dans les domaines de la philosophie, de la métaphysique, de la religion et de la psychologie. En ce 21e siècle, il n'existe pas encore d'explication complète de la conscience. Les neurosciences commencent à décrypter le support biologique du phénomène de l'esprit, en particulier avec M. Antonio Damasio, qui montre dans son livre « L'erreur de Descartes » que l'esprit et le corps fonctionnent de manière indissociable. Toujours dans Wikipédia, on ajoute « Dans les années 1980, les études du phénomène de la conscience concernaient surtout l'attention. Actuellement, les recherches scientifiques sur la conscience sont basées sur des analyses statistiques d'activité cérébrale, soit l'imagerie cérébrale, et l'étude de cas particuliers où les états de conscience sont altérés en raison de lésions cérébrales, d'épilepsie, de blessures ou d'interventions chirurgicales. Alors, c'est ce qu'on nous donne sur Wikipédia. Alors, maintenant, l'article en question s'appelle simplement « La conscience vue par la science » et c'était disponible sur le site l'actualité.com. Écrit par un monsieur du nom de Michel Rochon. Et ce monsieur Michel Rochon est journaliste scientifique et médical. Il est auteur, il est chroniqueur, il est conférencier chargé de cours. Il est compositeur et pianiste canadien. Il a fait beaucoup de choses, ce monsieur. Multitâche, ce monsieur. Oui, c'est un monsieur multitâche, oui. Non, mais de plus en plus de gens sont multitâches. Oui, alors ce monsieur est né en 1959 à Sorel, au Québec. Alors ce monsieur, Michel Rochon, nous dit « Longtemps, le terrain de réflexion des philosophes, puis des psychologues, voilà que le mystère de la conscience intéresse les chercheurs en neurosciences. Pourra-t-on expliquer cet état qui est, d'une certaine façon, le moteur de nos vies? » Il y a quelque chose d'étrange lorsqu'on y réfléchit un peu. Vous êtes tous conscients de lire les mots qui défilent actuellement dans cet article sous vos yeux, mais si je vous demandais de décrire ce qui se passe dans votre tête et comment tout cela est possible, vous auriez presque tous une explication différente. À un point tel qu'il existe une vive polémique à la fois entre les chercheurs en neurosciences et entre les membres de disciplines qui s'y intéressent, que ce soit les philosophes, les spécialistes de la cognition, les chercheurs en intelligence artificielle et même les physiciens. Ce monsieur Rochon nous dit « Il faut l'affirmer très clairement, le défi est de taille. Les neurosciences ne veulent rien de moins que de localiser les régions du cerveau responsables de cet état et la façon dont ces régions communiquent entre elles pour donner ce résultat final et évanescent qu'est l'expérience subjective de notre esprit. » Bien des philosophes ne croient pas que cela soit possible, car au fond, la question est de savoir si le cerveau peut, par lui-même, comprendre comment il fonctionne. Comme dirait le philosophe français André Comte-Sponville, la conscience est l'un des mots les plus difficiles à définir. Fin de la citation. Je vous propose donc la plus simple et la plus générale des définitions, nous dit M. Rochon. La conscience est cette capacité de percevoir sa propre existence et celle du monde qui l'entoure. Je laisse bien sûr ici de côté la conscience dite morale. Oui, la conscience, c'est vrai, effectivement, c'est difficile à expliquer. Tu sais. Puis comme tu disais tantôt, on a peut-être chacun notre explication. Oui. C'est pas toujours facile de mettre ça en mots. Hein? Non, c'est vraiment pas facile. Ouais. Alors, la démonstration scientifique de la mécanique de la conscience est perçue comme réductionniste par bien des philosophes, des religieux et des défenseurs de la spiritualité.
L'humanité y réfléchit depuis si longtemps que l'approche scientifique, qui semble réduire l'état humain à un savant mélange de processus biochimiques, électriques et structurels, est souvent perçue comme venant perturber le consensus déjà existant. Et pourtant, la méthode scientifique peut nous en apprendre beaucoup sur le sujet. C'est vraiment dans les années 1990 que débute l'exploration du phénomène de la conscience par les neurosciences avec l'arrivée de nouveaux outils d'imagerie cérébrale, dont la résonance magnétique fonctionnelle, qui permettent d'isoler les régions du cerveau actives lorsque l'on exécute une tâche. Les chercheurs ont donc utilisé l'imagerie pour comparer l'activité du cerveau lorsque nous sommes conscients par rapport à des états de non-conscience, comme par exemple le coma, le sommeil et les premiers moments de l'éveil. Après 30 ans de recherche, le seul constat auquel on arrive est que la conscience n'est pas générée dans une seule région du cerveau. Alors, je m'arrête ici, Yvan. Et on poursuit plus tard à l'émission le même sujet. Merci, Pierre. À venir dans l'émission, Catherine Stassin pose la question « Pourquoi on se fait des horaires de fou ?» À l'Espresso allongé, Pierre Laporte continue avec « La conscience vue par la science ». Vous voulez échanger avec nous, vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvan. Alors aujourd'hui, ta chronique, pourquoi on se fait un horaire de fou? C'est une question, en fait, et une exclamation en même temps. Les deux en même temps. Tu as les deux signes de ponctuation. Ouais. Ben oui, on peut se poser la question, je ne parle pas de nous tous, hein, mais bon, donc... en général... on va dire, ouais, hein, quand même. La société, les gens, souvent, les fameux gens. Là, ouais. Voilà, dans notre société, c'est ouais, aussi bien vu de courir dans tous les sens, d'avoir un horaire très occupé. Ça nous valorise, ça valorise ce que l'on fait, et les gens sont admiratifs, etc. Mais pourquoi est-ce que, dans le fond, on va jusqu'au point de faire de la suroccupation, ouais, je dirais? Et il y a souvent eu des critiques, même les parents qui font des horaires de fou à leurs enfants, tu sais, des horaires de premier ministre, là, avec à la mode, ça, des choses à faire du matin au soir. Là, oui, c'est ça, vraiment, on pourra en parler aussi, ouais, mais c'est pas sans conséquence, tout ça. Ouais. Alors, justement, en tant qu'adulte, on peut se dire aussi, bon, mais... normalement, on se comprend, on sait qui on est, etc. Mais en fait, quand même, un certain nombre de personnes continuent à se charger des horaires et les pacter comme c'est pas possible. Ouais. Et on se sent à ce moment-là comme des personnes un peu plus importantes. C'est valorisé. Mais il y a un autre côté à ça. Ce serait quoi l'autre côté? C'est le fait que pendant ce temps-là, on ne réfléchit pas. On ne se regarde pas dans le miroir. Ouais. On ne pense pas au vide, peut-être, qui nous habite. Je ne dis pas que ça concerne tout le monde. Il y a peut-être un vide qui nous habite et on occupe toutes des plages horaires pour ne pas y penser. Donc, ça peut être dû aussi à de l'anxiété de performance. Hein. On veut la job la journée, puis le sport tout de suite, puis après le sport, on fait quand même un super repas. Et puis, il y a les amis, et puis l'enfant est au sport et on court le chercher. Enfin, on s'en rajoute des couches et des couches. Quand on était jeune, souvent, je ne sais pas si c'était le cas pour toi, pour Pierre, ou en tout cas pour moi, souvent on nous disait, tu sais...
même si on n'avait rien à faire, là, c'était bon. Là, les gens ils disaient, désennuie-toi quelque chose ou faire quelque chose. Les gens ne sont pas habitués, on dirait, de rien faire, mais on ne fait pas rien. On fait quelque chose, même en ne faisant rien. Oui, et puis on traînait dans la ruelle, on trouvait toujours quelque chose à faire. Oui, c'est ça. Moi, je suis devenu, j'ai une double maîtrise là-dedans, de rien faire. Là, j'ai développé mon... Ça compte énormément dans l'apprentissage. Ces temps-là, oui. Ouais. Ça donne des idées de chronique. Oui, en plus, oui. Et donc, ça peut être aussi dû aux gens qui peuvent être perfectionnistes, doublés d'une anxiété de performance, mais ça peut être aussi la peur du vide. Mais c'est le vide intérieur, on ne parle pas du vertige ici, d'accord ? On parle le fait que plutôt qu'aller essayer de se gérer intérieurement, on va surconsommer notre temps. On va le remplir un maximum et des gens vont jusqu'à surconsommer en achats. Ça peut être en nourriture aussi, ou aller se servir de tas de médicaments et de pilules, de vitamines, de choses naturelles, plutôt que se dire, mais dans le fond, pourquoi je n'irais pas courir ou marcher ? Donc, c'est difficile des fois de se regarder. Et les gens qui n'arrivent pas à dépasser ce moment où il faut se regarder, où il faut faire face à l'intérieur, ça peut dériver très facilement vers des dépendances. Donc des dépendances, ça peut être à l'alcool, ça peut être à la consommation, mais ça peut être aussi aux écrans pour le moment. Donc ça peut être les médias sociaux, ça peut être surfer sur Internet, etc. Donc il ne faut pas limiter dans le temps, c'était l'alcool et les drogues. Maintenant, c'est un peu plus large. Il faut faire attention, si on sent qu'on est concerné par ce vide intérieur, ça cause une grande souffrance. Donc on verra tout de suite, les gens se reconnaîtront, il ne s'agit pas juste d'un vide momentané. C'est vraiment une grande souffrance et en fait, on en arrive à un point où on ne sait plus dans le fond qui on est vraiment. Est-ce qu'on est encore en contact avec nous-mêmes ? Est-ce qu'on sait encore ce qu'on veut dans la vie ? Quelles sont nos véritables aspirations ? Si on n'arrive pas à répondre à ces questions, on pourrait peut-être se poser des questions et se dire, mais dans le fond, est-ce que je n'essaye pas de fuir ? Est-ce que c'est la solitude ou est-ce que je fuis le fait de faire face à certaines émotions que je préférais enfouir et qui sont difficiles à affronter ? Mais on va voir que faire face à son reflet dans le miroir et à soi-même dans la vie, c'est ressourçant et c'est régénérant. Et c'est plutôt le fait d'enfouir et de suroccuper notre temps qui va pas nous enrichir, qui va nous perdre quelque part. Ouais. Donc, si on commence véritablement à essayer de réfléchir à soi-même, elle dit, mais dans le fond, on s'arrête plutôt que de mettre la radio, mettre la télé. On s'arrête, on prend notre petit thé face à la fenêtre. On n'essaye pas de se dire, oh, je dois faire une liste pour ça. Non, on fait vraiment, on déguste notre thé, on ne pense à rien, on est face à une fenêtre. On fait le vide un peu. Là. On fait le vide et on ressent ce qui se passe dans notre tête où on se dit, oh ben tiens, je suis fatiguée aujourd'hui. Ouais. Ou bien tiens, non, ça va bien, je suis contente de moi. On essaye de se comprendre. Ouais. Même les gens qui travaillent à temps plein, puis souvent, ils ont les fins de semaine de congé, ils courent toujours pour faire toutes sortes de choses. Oui, c'est vrai qu'ils se mettent un horaire la fin de semaine aussi. C'est ça. Donc, oui. on n'a jamais le temps de décrocher vraiment. Est-ce que je suis heureux dans mon emploi? Est-ce que je suis heureux dans ma façon de vivre? Est-ce que ça me convient? Etc., etc. Et plein d'autres questions. C'est un bon mot, ça, décrocher, parce que dans le fond, c'est décrocher de cet horaire qui nous passe d'une plage horaire à une autre, même la fin de semaine, où on se met du sport, des promenades, des repas de famille, des sorties, etc. Parce que oui, c'est bien aussi d'en plus faire des musées, de lire des livres, etc. Et comme tu dis, la télé aussi, plein d'autres choses. Oui. On peut être occupé, notre cerveau est occupé à plein de choses, sauf peut-être nous-mêmes. Exactement. Et puis, on entend aussi des gens à la télévision et à la radio qui font énormément de choses. On se dit, mais comment ils ont le temps de faire des émissions de télé, d'écrire un livre, d'avoir l'air bien avec leur famille, de sourire avec des belles photos, je sais pas, à la Côte-Nord ou Dieu sait où. Je dis, mais comment il faut leur compte? Ouais. Donc, mais c'est un peu du trucage souvent, parce que toutes les choses sont faites à différents moments, mais des fois, ils arrivent en même temps. Ces choses-là arrivent en même temps, puis on a l'impression que la personne les a toutes faites en même temps. Ça peut être sur plusieurs mois. Là. Quand on est public et qu'on voit tout ça, on se dit, mon Dieu, moi, ma vie, qu'est-ce que je fais? Il faut que je m'organise et tout. Alors, bon, c'est sûr que c'est très valorisé, les gens qui en font beaucoup. Ouais. Alors,
en fait, on va se rendre compte que, comme j'ai déjà dit, quand on se fait face, quand on regarde ce vide, entre guillemets, intérieur, en tout cas quand on ose se faire face, on va bénéficier de ce face-à-face avec nous-mêmes. On va oser se regarder et on va reprendre cette connexion qui nous manquait avec nous-mêmes. Et là, c'est là que c'est difficile. Quand on a eu du mal à se regarder, faire face, tiens, c'est quoi le problème? Pourquoi je cours après le temps et je bouge tous les trous? Qu'est-ce qui se passe que j'arrive pas à ou faire face à des émotions ou à des problèmes que j'enfouis ou autre chose dans ma vie? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et donc se poser des questions. Alors, je pense que ça va aussi ouvrir vraiment de nouvelles perspectives. On va être beaucoup plus en face et on va réaliser que faire les choses pour l'extérieur, juste pour être vu, ça vaut pas la peine. Non. Ça vaut vraiment pas la peine. Parce qu'on se perd soi-même en chemin. Je parle des extrêmes ici, je parle pas des fois ou certaines semaines où on en met un peu trop sur son agenda. Mais quand ça devient vraiment une méthode pour remplir le vide. D'accord? Alors on peut faire un petit jeu maintenant. Oui, on est bon là-dedans. On peut faire un petit jeu et on va essayer de se dire dans le fond, on va se poser 2-3 petites questions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se dire, est-ce qu'on dépasse le taux d'occupation normal ou est-ce que, dans le fond, on est bien comme on est, on n'en fait pas trop, on en fait juste assez, on a du temps pour nous? On pourrait se dire, dans le fond, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai au moins une fois par jour un petit moment où je n'ai rien à faire? Est-ce que je me le donne, ce moment? Oui. Est-ce que 15 ça nous minutes, arrive? Une demi-heure, 1 heure, est-ce qu'on a ça? Ce qui n'est pas beaucoup dans une journée, d'avoir 1 heure de disponible pour rien faire. Là. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas tant que ça sur 24 heures. Et si vraiment vous êtes débordé, moi je pense que ce qui est intéressant, parce que je vois beaucoup de gens toujours très occupés dans les transports en commun, et il y a du bon là-dedans. Je me dis, il y a des gens qui en profitent pour lire, etc. Mais en général, sont sur leur écran, médias sociaux, ils scrollent, là, je ne sais plus le mot. Ils font du rattrapage, peut-être, de ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Alors qu'en fait, ce qui pourrait être juste bon, c'est de s'asseoir et de regarder dehors. Ouais. Et de profiter du temps du voyage pour regarder dehors et penser à rien du tout. Et peut-être voir les gens qui sont alentour de nous. Ce serait bien sympathique. On a l'impression qu'il y a du monde, on a l'impression que c'est des figurants dans un autobus. Oui. Puis on ne sait pas trop qui est là sans commencer à dévisager le monde. Oui, mais on ne se parle plus parce que les gens ont eu un casque ou l'écran, ou les deux. Mais comme tu en as déjà parlé dans d'autres chroniques, tu as déjà fait des belles discussions avec des gens fantastique, que tu avec des gens pas. Dans le bus. Oui, puis on a intérêt des fois à juste être ouvert ou en tout cas à regarder comme ça. Puis s'il y a quelqu'un qui s'ouvre à nous, pourquoi pas. Justement, j'ai vu quelque chose de très chouette dans ce sens-là, dans le bus, plusieurs fois cette semaine. J'ai vu une dame qui avait un T-shirt et dans le dos du T-shirt, il y avait mis « Vous qui êtes derrière, vous êtes une personne qui vaut la peine. Vous êtes derrière moi, mais je vous dis bonjour, vous êtes une personne qui vaut la peine. » Et moi, j'étais derrière elle. Et j'ai trouvé ça bien sympathique pour commencer ma journée. Ouais, c'est intéressant. C'est une façon de passer un message sans être trop intrusif, mais en même temps, ça peut peut-être faire réagir quelqu'un. C'était mon petit moment face à moi. Je me dis, je me fais du bien là aussi. Oui, c'est bien. Et puis, ça peut mettre un sourire sur le visage. Voilà. On peut réviser nos priorités, on peut se poser des petites questions comme ça, on peut se faire aider aussi. Si on n'ose pas affronter ça, on peut demander à notre sœur, notre frère ou un ami, tiens, dans le fond, est-ce que toi, tu arrives à te prendre du temps? Est-ce que tu sais où tu en es personnellement? Peut-être, pourquoi pas échanger avec des amis si on ne veut pas tout de suite se regarder en face, ça peut être difficile des fois. Et on va voir que on va être en phase avec nous-mêmes et ça va rendre possible à nouveau la création, le bien-être, pourquoi pas le dépassement de soi. Mais on n'est pas obligé d'aller au dépassement de soi, on peut aller juste être soi-même. C'est sûr. Et on va à nouveau être en phase avec nous-mêmes. Bon, maintenant, attention, ici, je voudrais juste faire une petite mise en garde. Quand un sentiment est prolongé, ce sentiment de vide, qu'il est omniprésent, c'est-à-dire tous les jours, qu'il affecte aussi votre motivation, donc vous en êtes à surbooker votre horaire, il faut absolument à ce moment-là aller parler à quelqu'un, aller avec un professionnel de la santé. Et donc là, je parle pour des cas extrêmes. Maintenant, c'est à chacun de savoir s'il est occupé ou trop occupé.
chacun doit pouvoir choisir ça. On va mettre des références intéressantes comme d'habitude Oui, par rapport à ta chronique sur notre site web antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Le nom de ta chronique, donc, comme on l'a mentionné au départ, pourquoi on se fait un horaire de fou, alors de Catherine Stassin. Alors, merci beaucoup, Catherine, pour ça. Merci, Yvan. Et puis, à une prochaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. De retour à l'équipe de Folie douce, ceux qui tentent de démolir les tabous au sujet de la santé mentale. De retour au micro avec le sujet que tu as commencé plus tôt dans l'émission, Pierre, la conscience vue par la science. Oui, c'est d'après un article d'un monsieur du nom de Michel Rochon, un monsieur de Sorel, au Québec. J'ai dit tantôt, c'est un monsieur multitâche. Oui, c'est ça. Il fait plusieurs choses. Alors, ce monsieur Rochon continue en disant, comme c'est souvent le cas en recherche, 2 écoles se sont constituées pour décrire la conscience. Il y a d'abord ceux qui font l'hypothèse que la majorité des régions requises pour obtenir la conscience se situent à l'avant du cerveau, dans la région frontale. Et de l'autre côté, ceux qui postulent que tout cela se déroule dans des régions à l'arrière du cerveau, soit les lobes occipital et pariétal. Or, au fil des ans, la recherche tend de plus en plus à démontrer que toutes ces régions ont une importance dans l'ensemble des mécanismes menant à la conscience. Les principales régions impliquées dans la conscience seraient celles du cortex moteur, de la mémoire fonctionnelle et du langage situé à l'avant du cerveau, ainsi que celles de l'attention, de l'audition et de la vision situées à l'arrière. De plus, on découvre maintenant d'autres régions plus anciennes de notre cerveau dans le système limbique qui participent à cet état. Le thalamus, par exemple, situé au centre du cerveau, pourrait jouer un rôle de coordinateur de l'activité cérébrale de toutes ces régions. Mais la véritable question est de savoir comment elles sont interreliées pour donner naissance à la conscience. Pour répondre à cette importante question, la recherche scientifique semble s'articuler autour de 3 théories de la conscience. Premièrement, il y a la théorie globale de l'espace de travail qui postule que la conscience est un événement momentané vécu de façon subjective de notre mémoire de travail, soit celle que nous utilisons par exemple pour mémoriser un numéro de téléphone. Ceux qui la défendent utilisent la métaphore du cerveau comme étant une scène de théâtre. La conscience serait le projecteur qui se déplace dans le cerveau pour éclairer les régions utiles à notre survie à chaque instant. Deuxièmement, il y a celle que l'on appelle l'intégration de l'information. Cette théorie de la conscience nous propose à l'inverse que la conscience émerge par une intégration constante entre toutes les différentes régions impliquées, quelle que soit la tâche que nous accomplissons, soit entendre, voir ou lire, par exemple. Très critiquée dans le milieu, elle a toutefois une utilité clinique, puisqu'elle permet de construire des modèles mathématiques qui relient l'activité du cerveau dans différentes régions à un certain degré de conscience, par exemple, un coma plus ou moins profond. Et troisièmement, la dernière théorie qui nous dit, M. Rochon, je dois l'avouer, d'une grande complexité, propose l'apport de la mécanique quantique dans l'expression même de la conscience. La mécanique quantique est cette branche de la physique qui explique qu'au niveau de l'atome, la réalité est fort différente de la nôtre et que la matière se comporte à la fois comme une onde et une particule. Cette réalité quantique agirait sur des structures présentes dans toutes les cellules du cerveau, soit les microtubules, qui servent notamment à transporter des substances d'un endroit à un autre dans les neurones. Des chercheurs pensent que les microtubules adopteraient un comportement quantique à cause de la manière dont ils sont organisés et que c'est ce phénomène qui donnerait naissance à la conscience. On a découvert cette piste en analysant, entre autres, comment certains agents anesthésiens ayant des propriétés quantiques différentes de nos cellules, comme le xénon, nous font quitter momentanément le monde de la conscience. Sur le plan médical, une meilleure compréhension de la conscience serait un atout dans le traitement de nombreuses maladies, dont les accidents cérébraux, le syndrome du stress post-traumatique, la schizophrénie et même les phobies.
plusieurs équipes travaillent avec les résultats de leur recherche scientifique sur la conscience pour appliquer ces savoirs à des thérapies efficaces. On n'en est qu'au début de ces applications des mécanismes de la conscience sur le traitement des maladies, mais c'est un domaine novateur et prometteur. Nous sommes à l'ère de l'interdisciplinarité et de la collaboration. Pour parvenir à intégrer à la fois les découvertes scientifiques, M. Rochon nous dit que les grandes théories cognitives et philosophiques permettent d'être certains que le partage, le débat et l'intégration des savoirs seront grandement plus utiles dans notre compréhension de la conscience que les querelles stériles. De toute façon, les neurosciences démontrent que les mécanismes à l'œuvre sont loin d'être réducteurs, mais bien d'une grande complexité. On peut s'en douter, Yvan, n'est-ce pas? Parce que la conscience humaine, c'est vraiment complexe. Le cerveau en soi, je pense que c'est inconnu. Là. On a tellement de découvertes à faire encore sur le cerveau. On en a découvert une partie, beaucoup, mais je sais rien. C'est comme un ordinateur d'une complexité sans fin. Ouais. Alors, M. Rochon conclut en disant que 30 ans d'exploration par les neurosciences, ce n'est rien comparé aux millénaires de réflexion pour définir et comprendre la conscience. Laissons la chance aux coureurs. De toute façon, rien ne presse pour élucider ce mystère qui perdure depuis que l'humain est conscient de lui-même. Fin de l'article. J'ai l'impression qu'avec toutes ces années-là, le cerveau a toujours titillé un peu les gens. Les gens voulaient en savoir plus, mais il n'y avait peut-être pas les moyens de comprendre, justement. Et l'outillage scientifique aussi. Oui, c'est ça. Puis comme tu dis, aussi la conscience, comme l'article le dit, de le voir par la science, de ne pas juste le voir de façon un peu légère, mais plus avec des faits. Mais je pense, comme toi, qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de choses à apprendre encore sur tout ce qui touche le cerveau de près ou de loin. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. La conscience vue par la science. C'est encore meilleur la deuxième fois? Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio. Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet que tu as abordé à l'Espresso et à l'Espresso allongé, la conscience vue par la science. Beaucoup d'informations. C'est un organe, on peut dire, le cerveau, qu'on a encore à découvrir énormément de choses. Il y a beaucoup de chemin à faire, je trouve. Merci pour ça. Notre invité en début d'émission, Edmond Michaud, du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, nous a parlé du bien-être des hommes, de la santé des hommes et nous a donné beaucoup d'informations aussi sur comment les hommes peuvent se sentir et comment ils peuvent aller chercher des services. Alors, c'était intéressant d'avoir M. Michaud à l'émission. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, nous a posé la question « Pourquoi on se fait des horaires de fou? » C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.